Bonjour et bienvenue en France. Cela va peut-être vous paraître étonnant de vous proposer un voyage en francophonie dans le berceau de la langue française. Et pourtant, j'avais envie de vous faire découvrir celles et ceux qui font vivre la francophonie sur ce territoire où les habitants oublient parfois qu'ils font partie d'un grand espace francophone mondial. C'est d'ailleurs ici, dans le château de Villers-Cotterêts, si emblématique pour la langue française, que vont se réunir une centaine de chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage lors d'un sommet de la francophonie. La première étape de notre Tour de France de la francophonie commence donc ici, à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Et pour me faire découvrir ce lieu dédié à la langue française, j'ai rendez-vous avec son directeur, Paul Rondin, qui m'attend dans la cour du château. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en France. Bonjour Paul. Bonjour, bienvenue. Quel château? Le plus beau. C'est le plus beau. Pourquoi c'était important d'avoir ici en France un lieu comme celui-ci dédié à la langue française? Alors, d'abord, il y avait ce château qui a une histoire particulière. Au-delà du château de la Renaissance qu'il est, c'est un château où François Ier a signé l'ordonnance en 1539 qui fait du français la langue du royaume. Donc ça n'est pas rien quand même. C'est tout d'un coup décider qu'une langue peut unir des habitants d'un pays. Et puis au-delà de ça, c'est surtout pour sauver en réalité ce château de la Renaissance, il fallait trouver une bonne idée. Et cette bonne idée, c'est un équipement culturel inédit à partir, vers, pour la langue française ici et dans le monde. Et ce château est en fait, moi je prends souvent la métaphore d'un port. En fait. Alors ça peut paraître bizarre ici dans l'Aisne, la mer est assez loin. Néanmoins, la langue, elle voyage. Il y a cette idée de voyage permanent. Et puis surtout, c'est pas un endroit où on enferme la langue ici. C'est pas un musée, c'est pas un conservatoire, c'est un endroit où on vient avec son bateau, on vient s'amarrer à la Cité internationale de la langue française et on en repart enrichi, nourri de toutes sortes de choses qui font la richesse de notre langue. Et la mer, c'est la langue française. Et la mer, c'est la langue française, absolument. Alors on prend le bateau, on rentre au port. En avant. On y va? Incroyable ces mots qui nous accueillent. Voilà, on est sous un ciel lexical, on est exactement comme on rêve la langue, c'est-à-dire elle vient de partout, du monde entier. C'est un lieu de vie. Un lieu d'échange. Un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu d'hospitalité aussi. Et tout ça à partir de la langue. C'est la langue qui est notre dénominateur commun. Et ces mots racontent aussi l'histoire de la langue française, ses influences, l'accueil aussi qu'elle a pu avoir en elle-même. C'est des siècles et des siècles en fait de langue française qui sont accrochés au-dessus de nous, de très loin, puisqu'on a du Racine, jusqu'à très près, puisqu'on a tchatch, kif, rap, etc. Donc c'est une langue extrêmement vivante, extrêmement dynamique, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est ça qu'on raconte avec ce ciel lexical, ce ciel de mots. Bon, ça me donne très envie d'aller voir le parcours, l'aventure du français. L'aventure du français, une aventure monde, une aventure à travers les continents, une aventure à travers les siècles, et beaucoup de jeux. On vient jouer aussi ici. Et on s'aperçoit que les gosses, en fait, quand ils arrivent ici en se disant « ouais, je vais dans un château sans armure, sans épée, sans robe de princesse », ils vont jouer quand même avec la langue. Eh bien, ils vont jouer avec la langue, et à la fin, c'est eux qui ne veulent plus partir. Parasol, parasol. Comment ça s'écrit, parasol? En parcourant avec Paul les 15 salles de l'exposition permanente, je suis impressionné par la scénographie et j'ai le sentiment d'embarquer avec les visiteurs pour un voyage d'hier et d'aujourd'hui dans cette langue monde qu'est le français. Je confie à Paul qu'une autre chose m'a surpris. Ce que je trouve génial, Paul, c'est que quand on fait le parcours avec toi, c'est qu'on se rende compte que la langue, elle est accessible, qu'elle est ludique en fait. Bien sûr, c'est notre mission première, mais en fait, c'est pas nous qui la faisons vivre. Qui aurait pu dire que 180 000 personnes, dans les premiers 8 mois d'ouverture de cette cité, viendraient, seraient enthousiastes à ce point? Parce que c'est bien le bouche à oreille qui fait notre succès. Les gens sont heureux quand ils ressortent de cette cité. Et c'est ça qui est important. Et c'est eux, du coup, qui font le français comme on l'aime, c'est-à-dire un français en perpétuelle évolution. Notre Tour de France de la francophonie continue. Je vous emmène bien évidemment à Paris. Et pour cela, c'est très simple.
on prend le train, on a à peu près 50 minutes de voyage. Bienvenue à Paris. C'est dans les rues de la capitale française que vous allez trouver le plus grand nombre de sièges d'institutions qui œuvrent pour la promotion de la langue française dans le monde. L'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, avec ses 88 pays membres, l'Institut français et la Fondation Alliance française qui incarnent le premier réseau culturel dans le monde, l'Agence universitaire de la francophonie et son réseau de plus de 1000 universités membres dans 119 pays, France Éducation Internationale pour la coopération en éducation, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'Assemblée parlementaire de la francophonie ou encore, évidemment, la chaîne internationale francophone TV5 Monde. Une autre institution attachée au ministère de la Culture a pour mission de coordonner et d'animer la politique linguistique de la France. C'est la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Ce service de l'État organise chaque année la semaine de la langue française autour de l'opération 10 mois 10 mots, soutient des programmes de maîtrise du français et organise la commission d'enrichissement de la langue française. Sa mission, favoriser l'utilisation de la langue française, notamment dans les domaines économiques, juridiques, scientifiques et techniques, en trouvant un équivalent français à des mots étrangers. Chaque année, cette commission composée d'experts et de membres de l'Académie française se réunit autour de la ministre de la Culture pour proposer de nouveaux termes comme infox, féminicide, éco-anxiété ou encore financement participatif et faire en sorte qu'ils soient adoptés par les citoyens. Un enjeu primordial pour Paul de Sinetti, le délégué général à la langue française. Son objectif, c'est de pouvoir exprimer les réalités du monde le plus contemporain, celles qui notamment arrivent à partir d'inventions, de concepts nouveaux, d'autres horizons du monde, et notamment celles qui arrivent en langue anglaise, en langues étrangères. Et donc pour permettre à notre langue d'exprimer les mêmes réalités, c'est tout un dispositif qui est mobilisé, un dispositif dédié à l'enrichissement de la langue. L'objectif, en fait, est très simple, c'est de permettre à tous les locuteurs de français, tous les francophones, de se comprendre à partir d'une même langue. Bienvenue à Paris et vive la francophonie. À Paris, il y a une autre institution incontournable pour la langue française, c'est l'Académie française. Et pour me faire découvrir cette institution fondée en 1635 et me faire comprendre son rôle dans la francophonie d'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un académicien, il s'appelle Dany Laferrière. Il est l'un des 40 immortels qui siègent ici, sous la coupole de l'Institut de France. Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie. À l'Académie française, Dany Laferrière occupe le fauteuil numéro 2, qui était aussi celui de Montesquieu et d'Alexandre Dumas. En 2013, l'écrivain haïtien est devenu l'un des 40 immortels et son discours sous la coupole a été vu par plus d'1 million d'internautes. C'est lui qui nous ouvre les portes de cette prestigieuse institution qui est chargée notamment de définir la langue française par l'élaboration de son dictionnaire qui fixe depuis près de 400 ans l'usage du français. Bonjour monsieur Dany Laferrière. Bonjour. Bonjour monsieur l'académicien. Vous m'accueillez devant le majestueux portrait de Richelieu. Oui, Richelieu en pied dans sa splendeur, mais il y a un autre Richelieu plus secret et sur son lit de mort. C'était pour rappeler à l'Académie que tout peut mourir. Même si vous êtes immortel. Même si vous êtes, surtout si vous êtes immortel. D'ailleurs, pour l'accueillir, tout le monde se met debout. Et le secrétaire perpétuel lui dit, monsieur, madame, vous voyez, on s'est tous levés pour vous accueillir. La prochaine fois que l'on se mettra debout pour vous, ce sera à votre mort. C'est ça qui fait de nous un immortel, parce que nous sommes les seuls à avoir entendu que nous sommes mortels. Et ce n'est pas seulement cela, c'est une métaphore, c'est un symbole aussi de la langue. Si on n'y fait pas attention, elle peut s'étioler, elle peut dépérir. À la fois, c'est vous les immortels, mais votre rôle, c'est de rendre la langue immortelle elle-même. Absolument. Et ce mouvement de passation qui se fait depuis 1635 d'académicien à académicien, les 40 qui sont toujours là, parce que quand on meurt, on dit cocteau, on devient un fauteuil. À ma mort, je serai le fauteuil numéro 2. Tout simplement. Mais c'est une compagnie, c'est-à-dire c'est pas une société savante. Il y a toutes sortes de gens. Et tout cela, c'est pour permettre de faire le meilleur dictionnaire possible. Vous savez, l'État français a compris qu'il fallait quand même un espace comme ça, un espace protégé.
Et de plus, ce n'est pas du tout snob, au contraire, nous avons un dictionnaire d'usage. Ça veut dire que nous ne mettons un mot que si les gens l'emploient. Alors quand les gens me demandent dans la rue, mais il y a un mot qui vient d'arriver, pourquoi vous le mettez? Je dis, mais utilisez-le et on le mettra. Ça montre qu'en France, la langue française, c'est vraiment, et c'est dans la Constitution, c'est la base de le tout. ciment. Le ciment. C'est le lien, c'est le liant aussi. Et c'est comme une serre ici. C'est comme une serre. Et les mots poussent alors? Oui, les mots poussent. Ils ont des feuilles aussi. Ils se répandent. Cette salle, Denis Laferrière, était assez majestueuse. Elle raconte aussi un peu l'histoire de la langue française. L'histoire de la langue, c'est-à-dire pas seulement les académiciens français. Et il y a Corneille, mais il y a d'autres. Il y a aussi Molière qui n'a pas été à l'Académie française, mais c'est notre grand regret. Mais je suis très heureux qu'on ait mis d'autres académiciens, Académie des Beaux-Arts, Académie des Sciences, parce que précisément la langue s'exprime dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines, absolument. Alors nous voilà sous la coupole. Ah bien oui, tout à fait. C'est une merveille. C'est un bijou de forme et d'une simplicité extraordinaire. Denis Laferrière, vous êtes haïtien. On a un secrétaire maintenant perpétuel qui est Amin Malouf, qui est libanais. Pourquoi c'est important de faire entrer des personnalités à l'Académie qui ne sont pas françaises? Ah, elles sont de langue française. Ça, c'est ça la nuance. C'est ça la nuance qui est très, très important. Parce que la langue, précisément, n'a pas de frontières. Et elle ne s'arrête pas non plus aux États qui parlent français officiellement. N'importe qui parle une langue. Elle n'appartient à personne. Est-ce que vous avez le sentiment, vous êtes un grand voyageur, que les Français ont conscience d'être francophones? Et ça leur a pris du temps avant d'accepter. Ils commencent à accepter cela. Je peux comprendre. Ils ont l'impression qu'ils sont nés là, qu'ils ont l'impression qu'ils ont inventé cette langue. Et alors que c'est une affaire tellement... C'est mondial, une langue. C'est une mer où l'on nage. Et si les Français ont pris du temps à comprendre qu'ils étaient dans quelque chose de plus grand que la France, qui est la francophonie, où la France serait peut-être, avec raison, la capitale. Mais une capitale, c'est une grande ville. Il y a tout le reste. Et de comprendre que la langue française est un bien commun. C'est un bien commun. C'est un bien commun, comme l'oxygène, l'électricité. Et donc, il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de propriétaire. Écoutez, merci de m'avoir accueilli sous la coupole de l'Académie française et de l'Institut français. Merci. Merci beaucoup. Pour évoquer la langue de Molière, comme est surnommée souvent la langue française, j'avais envie de vous emmener dans la maison de Molière, la Comédie Française. Elle accueille chaque année, depuis plus de 10 ans, une quinzaine d'enfants de toute la France, lauréats d'un concours de lecture à haute voix, les petits champions de la lecture. Sélectionnés parmi plus de 130 000 élèves, ils s'affrontent lors d'une grande finale sur la scène prestigieuse de la Comédie Française en lisant des textes d'auteurs jeunesse contemporains. Pour la marraine du concours, Clémentine Beauvais, une écrivaine qui a reçu plusieurs prix en littérature jeunesse, ce concours permet de donner le goût de la langue française auprès des jeunes. Je vois les petits champions comme une manière de célébrer la langue française, mais d'une manière vraiment très résolument contemporaine, parce que quand on dit célébrer la langue française, ça peut sonner hyper poussiéreux. Ce serait le cas si on leur faisait lire des textes ultra canoniques, qui a la meilleure manière de dire le chêne et le roseau, etc. C'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment 15 enfants sur scène qui viennent lire des textes de littérature jeunesse contemporaine. Et le fait qu'on leur donne des textes vraiment contemporains et on les met avec un auteur ou une autrice, la personne qui a écrit ce texte, qui est capable de leur parler du processus de création de ce texte qu'ils ont entre les mains, ça c'est vraiment une richesse gigantesque. Mais je dis que là, il y a vraiment un message très fort qui est passé aux enfants, que votre littérature compte, et vous, en tant que locuteur du français, que ce soit votre première langue ou pas, vous la faites passer, et vous faites passer ces émotions contemporaines devant tout le monde sur cette scène qui est évidemment très prestigieuse et ancienne.
Allez, on va quitter la maison Molière. Je vous emmène maintenant en banlieue parisienne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Je vais retrouver là-bas Anaïs et Bambi. Elles travaillent toutes les deux au campus francophone. Elles ont lancé une campagne qui s'appelle « Ici, on parle français et une autre langue ». Et pour aller à Saint-Denis, on prend le métro. Depuis quelques mois, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis développe un projet de campus francophone. Un lieu capable d'accueillir des artistes en résidence et des concepteurs de projets innovants pour faire de la langue française un lien qui réunit les habitants de ce territoire multiculturel. C'est le cas de la campagne « Ici, on parle français » et portée par Anaïs et Bambi. Salut Bambi, Anaïs, ça va? Ça va? Ça va et toi? Quel soleil! Et oui, bienvenue à Saint-Denis. Merci. On est en fait tout près de Paris ici, mais la Seine-Saint-Denis, c'est un département complètement à part. Oui, tout à fait. C'est un département qui se remarque et qui est par plusieurs aspects, qui se démarque en France parce que c'est le département le plus jeune de France métropolitaine. C'est aussi un département très fortement peuplé et qui connaît des difficultés sociales particulières, mais aussi un département avec une diversité et une richesse de population assez exceptionnelle, puisqu'on retrouve ici autour de 160 langues parlées sur le territoire et presque autant de nationalités. Donc c'est une grande richesse culturelle pour le département. Ce que vous avez décidé au campus francophone, c'est de montrer la diversité linguistique ici, aux côtés du français. Tout à fait. Dans cette campagne, ici on parle français et vous pouvez voir beaucoup d'autres langues qui sont parlées sur le territoire, alors notamment auprès de nos commerçants qui apposent ce sticker sur leur devanture. On a accueilli il y a quelques mois les Jeux Olympiques sur le territoire et les commerçants ont pu accueillir les touristes du monde entier en montrant qu'ils savaient parler plusieurs langues et pas seulement les langues européennes comme peuvent l'être le français, l'anglais, l'espagnol, mais aussi beaucoup de langues orientales qu'on a moins l'habitude de pratiquer, comme le pachto, le bambara, etc. Donc c'est montrer aussi que le français cohabite avec d'autres langues ici. Exactement. Tu veux qu'on aille voir? Avec plaisir, on y va. Et ben, on t'emmène à l'hôtel Ibis qui est juste derrière le Stade de France et qui est un des premiers établissements à avoir voulu participer à la campagne. Ici, on parle français et... D'accord. Et on va rencontrer Marion, qui est la responsable hébergement ici. Et ici, on parle français? Français et d'autres langues, comme tu peux le voir. Et d'autres langues. Bonjour. Yvan, je te présente Marion. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel Ibis, Paris Saint-Denis, Stade Sud. Donc ici, on parle créole, anglais, espagnol, soniké et chinois. Génial. Et pourquoi vous avez décidé d'accepter de participer à cette campagne? Pour mettre en valeur l'équipe, toutes leurs langues sont citées, ça les met en avant, ils sont contents qu'on puisse les reconnaître grâce à cet affichage. Également avec les Jeux Olympiques qu'on a accueillis, donc ça a pris tout son sens, on a pu accueillir tous les clients et pouvoir échanger dans leur langue. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Tu as travaillé pendant 1 an pour la préparer, cette campagne. Pourquoi elle est importante pour toi? Au-delà du poste que j'occupe actuellement, je suis née en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Je suis issue d'une double culture, donc africaine et française. Et donc la place des langues a toujours eu cette place centrale dans mon quotidien. C'est ça en fait, la francophonie, c'est aussi accueillir d'autres langues. C'est ça. Donc la langue française, selon moi, s'enrichit, surtout ici en Seine-Saint-Denis, des autres langues qu'elle côtoie, des accents, de tous ces flux migratoires qui passent par ce territoire-là. On va maintenant quitter Paris et la région parisienne. Je vous emmène dans la Nièvre et plus particulièrement dans la petite ville de la Charité-sur-Loire pour vous faire découvrir la Cité du mot. Mais d'abord, on va faire un petit détour par Beauvais pour vous montrer que la francophonie vit aussi dans les écoles. Ils viennent d'Afghanistan, de Guinée, d'Érythrée ou encore du Pakistan. Ces 25 élèves allophones qui ne parlaient pas ou à peine le français ont fui les guerres et la misère dans leur pays pour se réfugier en France. À Beauvais, ils sont accueillis dans le lycée professionnel Jean-Baptiste Corot, qui forme au métier du bâtiment, de l'électricité ou encore de la plomberie. Un lycée pas comme les autres. Ici, la direction et l'équipe pédagogique ont décidé de valoriser ces jeunes migrants qui ont vécu l'enfer sur leur chemin de l'exil à travers un projet, Parcours lumineux, les nouvelles voix francophones. Ils ont d'abord fait appel à une réalisatrice de France 3 pour filmer leurs témoignages bouleversants.
J'avais rien à manger, j'avais un petit sac à dos. Quand j'arrivais, en fait, j'avais 16 ans. Et j'avais l'impression que je suis déjà français. En fait, je voyais des enfants sortir à l'école. Je disais, c'était mon rêve aussi d'être à l'école. J'ai dit, moi aussi, j'aimerais bien être à l'école, au lycée avec les autres, manger à la cantine. Juliette, une photographe professionnelle, est venue plusieurs fois au lycée pour leur apprendre la photo et créer une exposition de portraits d'eux qui les met en valeur auprès des autres élèves du lycée, mais aussi de la ville. Pour Juliette, cette initiative prend tout son sens. Ce sont des gens et des jeunes personnes déjà qui sont dans un moment de leur vie de développement qui est compliqué et qui arrivent dans un contexte culturel complètement différent, qui ne maîtrisent pas tous les codes, qui ne maîtrisent pas la langue, donc ils sont dans un état de vulnérabilité qui est difficile à vivre. Du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, en les valorisant et en les mettant en lumière, c'est voilà, de renforcer leur confiance en eux et leur estime d'eux-mêmes. C'est très très bien. C'est très touchant. Bravo. Natacha est professeure de français de langue de scolarisation. C'est elle qui est à l'origine de ce projet. Au-delà des cours de langue française classique, elle accompagne ses élèves étrangers à mieux s'insérer dans le cursus scolaire. Et pour encourager ces jeunes à s'exprimer en français, elle organise des ateliers d'écriture avec un écrivain où ils racontent leur histoire, mais où ils améliorent aussi leur maîtrise du français. La maîtrise de la langue française est très importante pour eux, dans un premier temps pour pouvoir poursuivre leurs études, mais surtout après pour pouvoir s'intégrer dans la société française. On a voulu sensibiliser nos élèves à ce qu'était un projet artistique pour leur permettre d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments et pour leur permettre de s'exprimer sur leur parcours qui a été assez difficile et pour certains douloureux. C'est une manière différente de les amener à la langue française parce qu'on touche à la sensibilité des élèves par les images, par les interviews, par l'écriture. Même pour les élèves qui ont un petit niveau en français, nous avons réussi justement à composer des textes magnifiques et très émouvants. Ils ont réussi à parler avec le cœur. Et ça, c'est international. On n'a pas besoin d'avoir une grande maîtrise de niveau de français. La vie semblait belle, sereine, presque innocente. Mais la mer est capricieuse, imprévisible, parfois farouche. Je suis la langue française, je suis la francophonie. Mahamoud est ivoirien, plamidi et congolais. Pour eux, ce projet qui les met en valeur et leur permet de s'exprimer en français a changé leur vie en France. Écrire en français, ça me permet aussi d'ouvrir aussi de mon mémoire. Ça me permet de réfléchir. Ça me permet aussi d'apprendre des trucs qu'un autre humain peut apporter à son prochain. Pour moi, le français, c'est une langue romantique. Ça veut dire quand tu parles français avec quelqu'un, même si tu es dans un pays où tu parles anglais, mais quand tu parles français, on te prend dans une valeur comme ça. On te voit vraiment être quelqu'un. Étape indispensable sur le chemin de Compostelle, situé dans le département de la Nièvre, au cœur de la France, la Charité-sur-Loire est inscrite depuis 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son magnifique prieuré, au sein de la cité médiévale, n'accueille pas seulement des pèlerins, elle reçoit aussi des amoureux des mots. C'est même ici que se trouve un lieu culturel unique en France, la Cité du Mot. Et pour me raconter son histoire, j'ai rendez-vous avec Philippe Lemoine, son directeur. Bonjour Philippe. Bonjour Yvan. Très heureux de te rencontrer. De même. Puis tu m'accueilles au cœur d'un monument historique. Oui, on est au cœur ici du cloître du prieuré de la Charité, qui est un prieuré qui a été fondé en 1059 par l'abbaye de Cluny, donc ça fait presque 1000 ans maintenant. Pourquoi avoir créé la Cité du Mot ici, en plein cœur du prieuré de la Charité-sur-Loire ? La volonté d'abord, c'est d'animer ce site patrimonial remarquable, de faire en sorte qu'il vive, qu'il soit animé de façon contemporaine et quoi de plus beau que les mots pour résonner dans un lieu comme celui-là. Philippe, c'est quoi finalement le projet de la Cité du Mot ? Le projet de la Cité du Mot, c'est avant tout de faire vivre et d'animer ce site patrimonial incroyable avec les mots, sous toutes leurs formes. Avec le livre, avec la lecture, avec l'oralité. L'idée, ce soit que les mots résonnent maintenant
dans ce site millénaire. D'abord, ça s'est déployé par un festival qui s'est appelé le Festival du mot, qui a débuté en 2005. Et ben, il y a eu cette volonté de transformer ce festival en cité du mot qui finalement permet au public local et aux charitois de pouvoir profiter d'activités tout au long de l'année. Et l'idée, c'est que les mots soient présents sous toutes leurs formes. Alors voilà, tu vois, on en parlait et partout sur les murs ici, on a des citations, celle-là que j'aime beaucoup. Si j'avais le pouvoir, je commencerais par redonner leur sens aux mots. Confucius. Qui a eu l'idée géniale, Philippe, de mettre ces citations sur les murs? L'idée, elle vient du Festival du mot et de Marc et Monique Le Carpentier qui ont eu envie d'écrire sur les murs de la ville. Et donc, ils ont choisi des citations qui ont tout à l'intérieur le mot « mot ». Et puis, les habitants pouvaient aller à la mairie et demander à ce que, sur leurs murs, sur leurs devantures, sur leurs vitrines, pour les commerçants, on puisse écrire une citation. Et comme ça, à travers la ville, il y en a plus de 150. Et quand on commence à les repérer, on ne voit plus que ça. Pourquoi c'est important d'avoir une cité du mot dans une petite ville comme la Charité-sur-Loire, dans un territoire qui est aussi rural? La Charité-sur-Loire, c'est à la fois un petit village, une petite ville de 5000 habitants en milieu rural, mais c'est aussi un lieu qui a une histoire très longue et finalement la langue, elle a aussi cette chose-là d'être à la fois quelque chose de très très local, qui nous appartient de manière intime, mais à la fois qui a un rayonnement international et qui nous fait voyager. Et rentrer, pas par la langue française, mais par la francophonie, ça permet aussi de dire, voilà, la francophonie, c'est le français qui appartient à beaucoup de gens, beaucoup plus que ce qu'on est uniquement ici. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Destination l'ouest de la France, et plus précisément dans la commune de Marennes-Hier-Brouage. Nous sommes ici au bord de l'océan Atlantique, au cœur du département de la Charente-Maritime, un territoire célèbre pour ses huîtres exportées dans le monde entier. C'est dans la citadelle de Brouage, une cité fortifiée du XVIe siècle, que j'ai rendez-vous avec Michael Vallée. Il est le sénateur de ce territoire et depuis plusieurs années, il fait de la francophonie un vecteur de développement local. Bonjour Michael. Bonjour Yvan, bienvenue à Brouage. Tu m'accueilles dans un lieu magnifique. Eh oui, un lieu symbolique. C'est un haut lieu de la francophonie, mais qui est aussi un haut lieu de l'histoire de France tout court. Parce que c'est ici que se sont déroulés des épisodes très importants, par exemple pendant les guerres de religion, mais c'est aussi là qu'est né le fondateur de la ville de Québec, Samuel Champlain. Donc ces pierres, elles racontent une histoire de la francophonie sur ton territoire. Ça raconte une histoire de la francophonie parce que Champlain est le fondateur de Québec, donc il fait partie de ceux qui, le plus tôt dans l'histoire du monde, ont diffusé la langue française sur un autre continent. C'est aussi un haut lieu des questions linguistiques parce qu'à Brouage, du fait du commerce du sel dans un des plus grands ports d'Europe, on parlait plusieurs langues. Et le petit Samuel, il a grandi dans cet environnement et donc c'est un message pour aujourd'hui. C'est une histoire dont on peut tirer un bénéfice très important et quotidien ici. Mais cette francophonie, ici, elle ne vit pas uniquement dans les vieilles pierres. Oui, il faut garder aussi dans le quotidien un aspect très concret à tout cela. Ça passe par un festival qui s'appelle maintenant Franco Fiesta, qui a lieu tous les ans au mois de mai. Ça passe par exemple par le fait que nous venons d'obtenir récemment pour l'école de Brouage le label franco-québécois de l'éducation nationale, ce qui a permis pendant un an de développer un projet sur les arts numériques dans une coopération avec une école québécoise. Et c'est ce qui permet de poser ces petites graines pour avoir une attention à l'ailleurs. Et donc ces statues, elles voient la francophonie venir. Oui, et comme on espère que partout dans le monde, ceux qui s'intéressent aux questions de langue et de francophonie voient Brouage depuis là où ils sont, et en tout cas ils y sont les bienvenus, ils y sont chez eux. Cette relation francophone, elle n'existe pas seulement ici à Brouage, elle est dans un autre endroit de la commune. Oui, il faut faire des clins d'œil quotidiens à la question de la francophonie, et on a un quartier un peu particulier de ce point de vue-là, où je peux t'emmener voir. Avec plaisir. Michael, on est ici alors dans un quartier francophone. On peut dire ça, c'est un quartier qui a été créé par la commune de Marennes, c'est un éco-quartier. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois que le quartier est terminé, il faut donner des noms de rues. Et on s'est dit que comme commune de naissance de Samuel Champlain, on pouvait bien faire en sorte d'avoir un fil rouge. Et les noms de rues que tu vois ici et là sont des noms d'œuvres ou de personnages créés par des artistes francophones, non français,
pour rappeler qu'on a un lien particulier avec ce sujet. Pourquoi c'est important pour toi de justement faire venir la francophonie ici dans un tout nouveau quartier comme celui-ci? C'est de faire en sorte que dans le quotidien, quand on va remplir un recommandé à la poste ou quand un enfant donne son adresse à l'école, eh bien, il dit voilà, moi je suis aux 2 rues de la Valse à Miltan. Immédiatement, ça crée quelque chose de nouveau et puis ça vous rappelle que l'art est fait pour imbiber le quotidien. Pourquoi à travers ce quartier, en fait, tu as souhaité montrer que la francophonie pouvait aussi être un vecteur de développement local? Parce qu'on est dans un monde maintenant où on l'a vu avec le Covid, on le voit avec des sujets de migration. Il n'y a plus rien qui soit totalement déconnecté entre le local et l'international. Et donc si vous n'armez pas les gens, si vous ne donnez pas des possibilités aux citoyens de s'aguerrir à ces sujets-là, vous ne permettez pas à des enfants, à des jeunes de prendre un coup d'avance là-dessus. Et y compris en milieu rural, on a le droit de permettre à nos jeunes d'avoir un coup d'avance sur le sujet. La francophonie, ou en tout cas la culture, c'est ce qui permet à la fin de faire le lien et d'amener quelque chose que vous ne trouvez pas sur d'autres projets. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un fil rouge dans l'ensemble des actions qui ont été menées ou que je mène aujourd'hui comme sénateur. Et parce que aussi, la culture, de manière générale, ça fait du bien aux gens. À quelques kilomètres de Marennes, s'il y a bien un festival francophone ancré depuis 40 ans sur son territoire, ce sont les Francopholies de La Rochelle. Au pied des tours médiévales de cette ville au bord de l'Atlantique, 150 000 visiteurs se pressent chaque mois de juillet pour vivre le festival de la scène musicale francophone. Ici, les plus grandes voix de toute la francophonie se sont produites, mais le festival contribue aussi à faire émerger de nouveaux talents de la chanson francophone. C'est le cas de Joanne Radao, une artiste franco-malgache qui a bénéficié d'un accompagnement de 6 mois pour se produire sur la scène des Franco, comme on appelle aussi le festival. Avec toi j'ai le cœur qui s'emballe, fin de l'histoire. Merci. Un festival qui accueille cette année Refaire le Monde, le festival de la francophonie qui se déroule pendant 6 mois avec des centaines d'événements en France et dans le monde entier avant le sommet de la francophonie de Paris. Sous des soleils. À La Rochelle, c'est la dictée des chansons francophones que Joanne anime auprès du grand public en dictant le texte d'une chanson de Gaël Faye. Pour elle, faire une dictée à partir d'une chanson ne peut être qu'un plaisir. Si j'ai aimé faire cette dictée, c'est que ça me sort un peu du cadre concert que j'adore et c'est mon métier. Et les mots, c'est important pour moi. J'écris en français aussi et voilà. Donc en plus, on m'a proposé de dicter une chanson que j'aime et un artiste que j'aime et j'aime son écriture. Alors c'était juste rendre hommage aussi aux collègues, aux artistes qu'on aime. Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages. Je pense que j'ai appris les langues que je parle aujourd'hui via les chansons. Valérie Sangor, la directrice du festival de la francophonie, est venue à La Rochelle non seulement pour faire la dictée, mais surtout pour faire la promotion de toutes les manifestations francophones du festival au cœur des territoires. Parfois, quand on parle de langue en France, on va l'aborder sous l'angle de l'institutionnel. Là, on veut en montrer vraiment le mode opératoire en fait, de la langue. Vous êtes prêts? Alors, Brest, c'est le titre. Est-ce que désormais tu me détestes? Je vais faire comme les instituts. C'est important pour nous d'organiser des événements parce que c'est une matière d'incarner la langue, c'est-à-dire elle a été très bien portée par Joanne, cette langue qui l'a fait vibrer. Et puis la langue, comme je le disais, ça permet d'agir aussi sur le monde. Meilleure été de ma vie, vraiment. Cette expérience de ce festival changera peut-être aussi la perception que les Français peuvent avoir de la francophonie, dont ils ne se sentent pas toujours faire partie. Voilà. Et donc on veut essayer de développer aussi, à travers ces événements, ce sentiment d'appartenance à cette grande communauté humaine qu'est la francophonie. Allez, on va quitter La Rochelle et les francophonies. Je vous emmène dans le centre de la France et plus précisément à Vichy. Je vais retrouver là-bas Grégory Lannes. C'est le directeur du Cavilam, l'un des plus grands centres de langue française de France. Vichy est connu pour ses sources thermales
et ses célèbres pastilles à la menthe. Mais c'est aussi dans cette ville que se trouve le Cavillam Alliance française. Il fait partie des 120 écoles de langue qui ont le label Qualité français langue étrangère, décerné par l'État français via France Éducation Internationale et qui garantit la qualité de l'apprentissage du français. Car ce sont plus de 150 000 personnes qui viennent du monde entier pour s'inscrire à des cours de français en France. Un tourisme linguistique aux retombées économiques importantes sur tout le territoire. C'est le cas à Vichy. Salut Grégory. Bonjour Yvan, bienvenue à Vichy. Merci, tu m'accueilles dans une ville qui a énormément de charme. Oui, c'est vrai, Vichy a beaucoup de charme. Là, on est là devant le Palais des Congrès, l'Opéra est juste à droite et c'est une ville vraiment, une ville thermale, donc avec une architecture qui est très particulière. C'est une ville au centre de la France et c'est une ville qui, grâce à vous, accueille le monde entier. Oui, c'est vrai. Et puis on fête cette année les 60 ans du Cavillam Alliance française. On peut estimer à presque 130 000 étudiants qu'on a accueillis depuis la création en 1964. Et c'est vrai que les étudiants, lorsqu'ils viennent ici, se sentent bien. Ils se sentent bien parce que déjà la ville est assez paisible. Lorsqu'ils viennent de Shanghai, de New York ou de grandes mégalopoles comme New Delhi par exemple, lorsqu'ils arrivent à Vichy, ils se sentent bien. Il y a un petit côté carte postale en fait à Vichy. Oui, effectivement, Vichy c'est un peu l'image fantasmée que les étrangers, les touristes peuvent avoir. Et finalement, cette petite ville, c'est comme un petit condensé de France. Le Cavillam Alliance française a aussi un véritable impact économique dans la ville. Oui, effectivement, 4 000 étudiants, ça représente 82 000 nuitées par an. Les étudiants sont hébergés dans des familles d'accueil, mais aussi dans des hôtels, des résidences hôtelières. Et c'est vrai que ce sont des étudiants qui consomment, qui vont au restaurant, qui prennent le train, qui font des courses. Et donc tout ça, ça représente, on avait fait une estimation il y a quelques années, et ça représentait 12 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Donc il y a un vrai impact de la francophonie à Vichy. La francophonie à Vichy, elle est bien représentée. Et s'il y avait un carrefour de cette francophonie à Vichy, c'est le Cavillam Alliance française. Bon, tu me montres le Cavillam Alliance française ? Allez, on y va. On y va ? Ah oui, il y a du monde de partout. Ouais. Donc on peut admirer nos étudiants qui sont en photo. Ah oui. Et donc, il y a à peu près combien de nationalités 120 nationalités chaque année. D'accord. Donc on compte plus les nationalités qui ne sont pas venues que celles qui sont venues. Grégory, il y a à peu près 120 écoles de langue en France comme le Cavillam. Pourquoi ce tourisme linguistique est important pour la France ? C'est important parce que c'est une force d'influence inestimable pour le français, la langue française et la francophonie. Accueillir autant d'étudiants en France dans des séjours linguistiques, ça génère finalement des francophiles, et plus que des francophiles, des francophones. Lorsqu'ils rentrent dans leur pays, ils ont vraiment une influence très positive et ils participent à la promotion et à la diffusion de la langue française et de la francophonie. Et puis c'est intéressant aussi pour les habitants de Vichy d'être en contact avec le monde entier. Bien sûr, parce que les habitants de Vichy voient au quotidien des visages différents. Ils entendent des langues différentes lorsqu'ils vont dans les magasins, lorsqu'ils vont à la gare, lorsqu'ils se promènent dans les parcs. Et ça, c'est important. Cette diversité au quotidien, elle est importante. Et ça crée des liens qui sont vraiment solides, des liens grâce au français et grâce à la francophonie. Je vous emmène maintenant dans le sud de la France, à Avignon, et plus précisément à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Avant ça, petit détour par Limoges pour découvrir, comme la Chartreuse, un autre pôle de référence pour la francophonie en France. Qui aurait pu penser que Limoges puisse être l'une des capitales de la francophonie en France ? Et pourtant, c'est bien le cas. Depuis 40 ans, la ville accueille les francophonies, des écritures à la scène, un festival de théâtre, de danse, de musique et d'autres arts sur le thème de la francophonie dans le monde. Une dynamique qui fait de ce festival l'un des 3 pôles français de référence en matière de culture francophone, avec la Cité internationale des arts de Paris et la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. La francophonie infuse alors dans toute la ville, que ce soit à l'université ou dans la bibliothèque municipale, qui s'appelle d'ailleurs la Bibliothèque multimédia francophone et qui compte un fonds exceptionnel de manuscrits des plus grands écrivains de la littérature francophone. Pour Hassan Kouyaté, le directeur du festival, la francophonie à Limoges a un objectif. Ce qui est important, c'est notre travail de décloisonnement des esprits et des cœurs.
Amener un festival là, c'est très courageux, mais ça amène aussi une diversité au niveau des publics, parce que c'est d'autres types de publics qu'on rencontre, c'est pas le public parisien. Le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine est devenu le territoire francophone aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'événements autour de ces questions, mais c'est surtout un endroit où on entend dire le monde autrement, où on entend dire le monde à travers plusieurs fenêtres. Limoges est presque au cœur de la France. Et ça aide à un rayonnement important. Avec Limoges, un autre pôle de référence pour la francophonie en France se trouve donc en face de la Cité des Papes, qui accueille chaque année le plus grand festival de théâtre au monde. C'est la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Ce monastère, habité par des moines dès le XIVe siècle, est devenu, il y a 50 ans, un centre culturel de rencontre et aussi le Centre national des écritures du spectacle, qui accueille en résidence chaque année une centaine d'écrivains de toute la francophonie. Pour me faire découvrir ce lieu exceptionnel, j'ai rendez-vous avec Marianne Clévy, sa directrice. Bonjour Marianne. Bonjour Yvan. Très heureux de te rencontrer. Bienvenue à Chartreuse. Merci. Je me disais quand même, Marianne, en venant jusqu'à toi, ça doit être quand même très agréable, très inspirant pour les autrices et les auteurs d'écrire en français au chant des cigales. C'est, je crois, très agréable. En tout cas, c'est le retour qu'ils nous font. Un peu plus de 100-120 artistes par an viennent ici en résidence, entre 1 mois et demi et 2 mois. Et ils viennent travailler, je dirais, à la fois dans la concentration d'une ancienne chartreuse et en même temps dans ce frottement avec les autres artistes. On vient du monde entier. Vous êtes un pôle de référence de la francophonie. Absolument. C'est un lieu qui, depuis quelques années, a un label très précieux, celui de travailler avec d'autres lieux à l'écriture, à la création dans l'espace francophone. Et nous recevons à peu près un tiers des résidents viennent du monde entier francophone. Donc toute la francophonie théâtrale se rencontre ici, Absolument. à la Chartreuse, toute l'année. Toute l'année. Elle se retrouve et elle se partage avec le territoire gardois, qui est le territoire de la Chartreuse, qui est un territoire d'Occitanie. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ce frottement entre des auteurs, des artistes de langue française et notre territoire, qui fut aussi un territoire que la langue française a dû conquérir, puisqu'on parlait ici aussi catalan, patois, et français à l'école. Tu me fais visiter un petit peu la Chartreuse? Avec un grand bonheur. On y va. Quel silence! On est vraiment dans une Chartreuse ici, une vraie Chartreuse. On est dans une vraie Chartreuse, on est là dans le grand cloître, c'est-à-dire le cloître qui abrite 12 cellules, une cellule par moine. Et puis ce cloître, aujourd'hui, il est habité non plus par des moines, mais par des écrivains. Et ces cellules, elles sont à l'ancienne, bien sûr, aménagées. Et derrière la porte, il y a une vie artistique, il y a un travail. Et il y a quelqu'un tout seul, ou toute seule, qui est en train de travailler sur son imaginaire. Marianne, quel espace étonnant. Oui, c'est très très beau. C'est un des plus beaux spots de la Chartreuse. Et puis c'est aussi le lieu d'une installation artistique de Homeland, du Bégat Théâtre, qui propose aux spectateurs de lire sur des chaises comme ça, et la nuit tombe. Alors asseyons-nous. Pourquoi c'est important, Marianne, à travers tout ce que vous faites à la Chartreuse, de créer ce lien entre la francophonie et votre territoire? Alors, le territoire, on va le situer, c'est l'Occitanie et en particulier c'est le Gard. C'est important parce que ce territoire est un territoire qui est traversé, bien sûr, mais finalement peut-être pas suffisamment et pas tout le temps par la diversité des pensées du monde, et que la francophonie, c'est un des premiers accès à la diversité des pensées du monde aujourd'hui. Quand une autrice béninoise part avec moi, par exemple, parce qu'elle est en résidence ici, à Nîmes ou à Montpellier, pour une soirée de lecture, de rencontre avec des publics, en fait, cet artiste nous fait travailler l'ouverture géographique mentale que nous avons de nous-mêmes. Grâce à ce commun de la langue française, eh bien, c'est aussi une manière de faire aussi bouger notre territoire. Pour la dernière étape de notre Tour de France de la francophonie, je vous emmène à Marseille, mais avant cela, petit détour par Aix-en-Provence.
quelques mètres du centre historique d'Aix-en-Provence se trouve une magnifique villa où 3 jeunes passionnés de langue française ont créé un lieu unique en France dédié à l'éloquence. Bienvenue à l'atelier de la langue française. L'atelier est à la fois un espace de rencontres littéraires et de formation à la prise de parole en public, et il publie aussi des guides pour la maîtrise de l'éloquence. Chaque année, l'association organise d'ailleurs un concours national d'éloquence suivi par des centaines de spectateurs lors de la grande finale. Autour de toutes ces activités, un seul mot d'ordre: partager le plaisir de parler une langue vivante et aider les citoyens à mieux s'exprimer en français. Pour cela, l'atelier de la langue française mène des actions hors des murs de la villa, et aujourd'hui, c'est dans la cité phocéenne à Marseille. Et voilà, bienvenue sur le port de Marseille. Je vais retrouver Ghislain et Jérémy. Ils sont en train de dispenser une formation à l'éloquence dans un lycée de la ville. Mais avant ça, petit détour dans une maison qui fait vivre la francophonie ici. Elle s'appelle tout simplement la Maison de la Francophonie de Marseille. La Maison de la Francophonie de Marseille fait partie d'un réseau international de 47 maisons dans 26 pays, toutes des associations qui font vivre la francophonie au plus près des populations. Ils organisent des événements comme des expositions, des dictées ou encore des rencontres littéraires avec un seul fil rouge, la langue française. Pour le président de la Maison de Marseille, la francophonie dans cette ville, c'est d'abord... C'est un combat. C'est un combat en France. Plus qu'à travers le monde. Vous allez au Québec, vous allez en Afrique, vous allez dans des pays de l'Est, la francophonie se développe. Ici, je veux dire souvent, c'est comme la santé. On ne se rend pas compte du bonheur d'avoir cette belle langue et cette francophonie. C'est important d'être à Marseille, sur le territoire, pour être près des populations, près des communautés, parce que Marseille, on a la chance d'avoir des francophones des 4 coins du monde. Mais la francophonie, ce n'est pas que la langue française, ce sont aussi les langues régionales. C'est le provençal, le corse, le basque, tout ce qui fait la diversité, la richesse de notre belle langue. Pour la première fois cet été, la Maison de la Francophonie s'est associée au consulat de Roumanie à Marseille afin d'organiser la première université d'été qui accueille des dizaines de professeurs roumains de français. Pour Aurélia Grozou, la consul de Roumanie à Marseille, la présence de la Maison de la Francophonie est indispensable dans une ville qui compte 65 consulats étrangers. On a des cultures différentes, mais on a les mêmes valeurs. C'est une manière de promouvoir notre culture nationale, nos traditions, mais en même temps, on les partage ensemble. La francophonie offre le cadre propice pour faire tout ça. J'arrive au lycée Victor Hugo, l'un des plus anciens lycées de France qui accueille des élèves issus de milieux défavorisés. C'est ici que depuis 10 ans, l'atelier de la langue française intervient auprès des étudiants en formation en banque et en immobilier. Plusieurs fois par an, Ghislain vient dans l'établissement former ces jeunes à l'expression orale, une compétence indispensable pour leur futur métier. C'est avec grand plaisir que je me présente devant vous aujourd'hui afin de vous parler d'un sujet important pour moi. Il faut que tu regardes un peu plus le public, mais c'est très bien. On peut l'applaudir, c'était vraiment très bien. Je veux voir Tadj et après Malone. On se met au pupitre, on attend que le silence revienne dans la salle et là on démarre. Avant de partir, vous allez retravailler votre texte. Vous êtes passé, essayez d'enlever des mots qui servent à rien. Ça va contracter un peu votre texte et ça rendra le texte plus dynamique. 10 minutes. Waouh. Ghislain, ils sont très impliqués, les étudiants. Pourquoi c'est important de les former à l'éloquence? Parce que quel que soit le domaine, tu es obligé dans notre monde, dans notre société, de savoir parler. Ils doivent être capables de matérialiser en discours ce qu'ils savent et ce qu'ils ont envie de dire. Et donc l'éloquence dans leur métier, en banque ou en immobilier, c'est capital. C'est important ici en France de bien maîtriser la langue française. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile, ça s'apprend. C'est un peu comme savoir écrire. Il faut discourir, façonner la langue, avoir du vocabulaire et maîtriser la syntaxe. Comment tu expliques le succès de tous ces festivals d'éloquence que vous organisez ici à Aix-en-Provence et à Marseille? Plusieurs raisons. Premièrement, en France, on adore parler. On adore se contredire. La confrontation intellectuelle, c'est un sport. Et le succès, c'est que tout le monde adore parler, mais on n'avait pas tous conscience qu'on aimait ça à ce point. Et donc le succès, c'est que c'est des Français qui parlent et qui s'écoutent, donc ça fonctionne.
Là, ils sont prêts pour parler devant un public à l'Hôtel de Région, ça y est? Ils sont prêts à se mettre en valeur avec plaisir et audace. Bon, bah, je te laisse les préparer. Merci. 5 derniers conseils que je vais écrire au tableau, 5 mots que vous devez avoir en tête ce soir. Le silence, le regard, la gestuelle, la posture, c'est la conviction. 5 termes qui vont vous permettre d'être efficace ce soir. Dans la salle prestigieuse de l'Hôtel de Région, les étudiants passent tour à tour devant un jury de professionnels de leur secteur. Tadj participe pour la première fois à ce concours d'éloquence et malgré le stress, le plaisir de s'exprimer en public est bien réel. Jeunesse dorée, jeunesse fauchée. Aujourd'hui, les jeunes sont davantage préoccupés par l'argent, ce qui soulève la question: êtes-vous prêts à compromettre votre intégrité et vos valeurs pour gravir l'échelle sociale? Je vous laisse y réfléchir, mais pour ma part, je m'y refuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tadj. Ça fait quoi, Tadj, de t'exprimer comme ça devant un public pendant ce concours d'éloquence? En fait, on n'écoute pas souvent les jeunes, et là, on a la possibilité de s'exprimer. Et du coup, s'exprimer devant un public, devant des jurys, c'est tout bénéfique. Et en plus, on peut le mettre dans notre CV, ça peut que améliorer notre CV. Donc, pour moi, c'était évident de participer. Pourquoi c'est important pour toi de bien maîtriser la langue française? Que ça soit pour notre futur, même dans le monde professionnel, c'est obligé de maîtriser la langue. Car pour bien se faire comprendre par les clients ou même par nos collaborateurs, c'est important de bien savoir parler français. Si tu avais un mot pour définir ce que tu vis là, ce concours d'éloquence, ce serait lequel? C'est magnifique. C'est magnifique ce que l'on vit. Devant tout le monde en plus, c'est encore plus beau. Voilà, j'espère que ce tour de France de la francophonie vous a plu et surtout qu'il vous a permis de découvrir celles et ceux qui font vivre la langue française dans ce pays. Et ils sont nombreux à promouvoir la francophonie auprès de Français qui ne se rendent pas toujours compte qu'ils appartiennent à un vaste espace francophone mondial. Et pourtant, la francophonie est un atout, une chance et un plaisir de pouvoir communiquer en français partout dans le monde. C'est ce que nous allons vous montrer très prochainement dans une nouvelle destination sur TV5 Monde. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!